Bonjour à tous et bienvenue sur les antennes en direct de Public Sénat pour suivre déjà la fin de ce 95e congrès des maires de France, ici même, porte de Versailles à Paris, un congrès extrêmement riche. Vous avez pu le suivre tout au cours de cette semaine sur Public Sénat. Je rappelle par exemple les interventions de Jacques Pélissard, le président de l'AMF, les interventions bien sûr du président de la République qui ont marqué ce congrès. C'était mardi prochain et là nous sommes déjà dans la toute dernière ligne droite. Autant vous dire qu'il est presque temps maintenant, avant même le grand discours attendu de Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation. Ça sera dans quelques minutes maintenant, ici, porte de Versailles. Il est temps pour nous de tirer un premier bilan de ces 3 jours de congrès qui ont réuni ici même à Paris, comme à l'habitude, comme il est de tradition, des milliers et des milliers de maires. Pour tirer les premiers enseignements de ce congrès, je vous présente nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Public Sénat. Je vous présente Jacqueline Gouraud. Merci d'être avec nous, Madame Gouraud, vice-présidente de la NMF, sénatrice maire de la Chaussée-Saint-Victor, spécialiste de l'intercommunalité. Nous allons en parler. À vos côtés, Madame Gouraud, Françoise Descancronier, députée maire de Rosny-sur-Seine, également avec des hautes fonctions ici à l'Association des maires de France. En face, André Rossineau, secrétaire général de l'Association des maires de France, maire de Nancy, faut-il le rappeler. Et nous parlerons avec vous, entre autres, cher monsieur Rossineau, des commémorations de 14-18 qui se profilent à l'horizon et sur lesquelles l'AMF sera très présente. À vos côtés, le maire de Saint-Dié, président de l'association des villes moyennes, Christian Pierret. Merci beaucoup d'être avec nous. Messieurs, c'est une question un peu générale. On arrive au terme de ce congrès. On a beaucoup parlé d'argent, on a beaucoup parlé de budget, on a beaucoup parlé de dotation. Est-ce que vous considérez ce congrès, pardonnez-moi, comme un congrès de crise, un congrès de rigueur? Christian Pierret. Je considère que c'est un congrès qui intervient à une date importante puisque nous avons un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement que nous venons de traverser. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait fini, même si l'horizon s'éclaircit, une crise internationale monétaire et financière sans précédent qui a des incidences fortes sur la gestion des collectivités locales. Et donc, plutôt que de parler de congrès de crise, je parlerai d'un congrès tremplin vers de nouveaux horizons, notamment vers l'acte 3 de la décentralisation, vers une réforme des collectivités territoriales, vers une réforme du statut des élus et vers une meilleure prise en compte de la décentralisation. Donc ce n'est pas un maire pessimiste qui me parle là? Non, pas du tout. C'est un maire qui est conscient des contraintes. C'est un maire qui voudrait surtout que le congrès ne soit pas celui qui affirme la responsabilité de l'État dans tout, mais qui puisse faire prendre par les collectivités territoriales leurs propres responsabilités, bien sûr dans un cadre que nous souhaitons le meilleur possible venant de la part de l'État. Françoise Descancronier, est-ce que vous partagez l'optimisme relatif de Christian Pierret sur l'avenir des collectivités locales? Oui, et d'ailleurs, le président de la République lui-même, parce qu'on est là pour l'AMF aussi, a dit que la commune, la démocratie était effectivement s'intégrait à la commune et que voilà, commune et démocratie allaient bien ensemble. Voilà, donc ça c'est très important et il a même dit aussi que les solutions, elles étaient sur les territoires et donc sur les territoires de nos communes. Alors c'est un congrès, je trouve, où il y a un retour de la confiance. Puisque les collectivités locales étaient souvent montrées du doigt. Et là, avec le pacte de confiance que le président de la République veut élaborer avec les collectivités locales, c'est-à-dire avec et pas quelque chose qui nous viendrait d'en haut simplement, eh bien c'est quand même quelque chose d'important. C'est un changement d'ambiance, un changement de ton qui fait que il y a une véritable volonté et les conférences sociales qui ont été initiées déjà en juillet dernier ont été à l'origine d'un dialogue social très large et y compris avec les collectivités locales. Et donc ça c'est très important. C'est ce qui permet à la fois de rebondir et de redonner à la fois l'espoir et la volonté effectivement d'agir sur le territoire puisque les collectivités locales ont participé aussi au redressement économique. André Rossineau, vous le sentez, ce regain de confiance entre l'État et les collectivités locales? En tout cas, ce regain est à bâtir parce que les rendez-vous sont financiers, on est en plein débat budgétaire, le contrat doit se nouer dans les mois qui viennent, il doit se nouer aussi autour de la réforme, en particulier avec l'ensemble des niveaux, régions,
le monde urbain qui s'est réuni et qui est très actif pour qu'il y ait avec les départements, les intercommunalités, cette conférence des territoires qui ne soit pas le lieu où on décide d'en haut, fût-ce le haut régional, mais où on se retrouve ensemble dans un pacte territorial. De toute façon, il va falloir faire des miracles avec moins d'argent. Bon, c'est un problème qui n'est pas nouveau, mais qui continue. Donc nous serons extrêmement vigilants sur cette approche et sur les éléments du contrat. Il n'empêche, Jacqueline Gouraud, les faits, les chiffres sont têtus. On le sait, les dotations sont gelées depuis maintenant plusieurs années. Des économies supplémentaires ont été annoncées par le gouvernement, 750 millions d'euros dans les 2 ans à venir. Est-ce que finalement, pour grossir un peu le trait, le pire est devant aujourd'hui l'avenir des collectivités locales ? Est à attendre. Je crois que c'est surtout un congrès de vérité où on a dit les choses. Et je crois que c'est important parce que, quelles que soient les majorités, il aurait été absolument nécessaire de faire des efforts. Ce qui change, je crois, et Françoise l'a dit tout à l'heure, c'est que on n'est plus dans une position accusatoire des uns envers les autres. Et donc, je pense que tout le monde a compris que l'action publique se mène au niveau national, bien sûr, mais au niveau local, avec l'ensemble des collectivités locales ou territoriales, comme on veut. Et donc, le redressement de la France ne passe que par un pacte de confiance, effectivement, entre les 2 niveaux, si je puis dire, enfin l'ensemble des niveaux, local et national, et que c'est dans un esprit, je dirais, de concorde qu'il faut essayer de sortir notre pays de la crise. Alors on sait bien que les collectivités territoriales ne sont pas aussi endettées que l'État, c'est vrai, mais on sait aussi que l'État donne beaucoup d'argent aux collectivités territoriales, même si on sait que c'est des compensations souvent. Mais je crois qu'il faut cesser cette opposition, regarder devant, pour redresser économiquement notre pays et surtout pour lutter contre le chômage. Mais on sait aussi, et depuis peu, que l'investissement des collectivités locales, qu'on met très souvent en avant comme étant l'un des leviers majeurs de la croissance économique, cet investissement bat de l'aile, il fléchit en ce moment, à tous les niveaux. Oui, l'investissement des collectivités locales, c'est 73% de l'investissement public. Il a effectivement, il est confronté à la baisse de la quotité des prêts, à la baisse de la durée d'amortissement des prêts de la part du système bancaire. Il est confronté aussi au concours de l'État qui, on vient de l'expliquer, de fait, et c'est vrai depuis des années, ça sera encore vrai demain, concours de l'État qui sont très limités. Et il est confronté aussi au manque de plasticité du système fiscal. Nous ne pouvons plus demander à nos contribuables qu'ils soient assujettis à ce qui remplace la taxe professionnelle ou qu'ils soient des contribuables individuels à la taxe d'habitation ou au foncier bâti. On ne peut pas leur demander plus. Donc il est clair que dans ce cadre-là, il faut faire plus avec moins. Le miracle demande moins d'argent que de foi. Et donc nous allons, comme disait André il y a un instant, donc on va surtout faire en sorte que par la mutualisation de nos moyens, par la création, par exemple, pour notre financement, ça sera surtout vrai pour les villes, mais ça doit être vrai pour toutes les collectivités, l'agence de financement des collectivités, dont le président de la République a dit qu'il n'était pas opposé, et donc c'est à nous maintenant de la mettre sur pied, par tous ces moyens nouveaux que nous allons trouver par nous-mêmes, dans une sorte de conviction de décentralisation, nous allons essayer de dépasser ces difficultés. Est-ce que ces moyens seront suffisants, Madame Descancrenier? On a parlé de la Banque Postale qui met la main à la poche, la Caisse des dépôts, bien sûr, cette agence des collectivités locales proposée et acceptée par le président de la République. Est-ce que ça va suffire? Alors, c'est un cumul d'outils qui vont permettre effectivement au pays de se redresser. À la fois des outils au service des collectivités locales et à la fois aussi les collectivités locales vont devoir être innovantes en même temps. Mais les entreprises de leur côté aussi, grâce aussi à la Banque publique d'investissement, va retrouver aussi possibilité
possibilités effectivement de fonds pour avancer. Et je crois que là, il y a un gros challenge devant nous, c'est le challenge de l'innovation et de nouveaux comportements devant aussi bien l'action publique que dans le cadre des affaires. Et c'est ce partenariat entre l'État, les collectivités locales, mais aussi avec les entreprises et tous les organismes qui concourent à la réussite que c'est possible. Ce matin, j'étais au colloque de l'Axe Seine et qui réunissait effectivement des régions, des collectivités locales, des entreprises, des chambres de commerce et d'industrie, etc. Plein de partenaires pour justement faire en sorte que le redressement se fasse de ce côté-là de notre pays, mais on en a besoin partout, partout, partout. André Rossino, vous devez nous quitter dans quelques instants pour rejoindre le grand auditorium et la salle plénière. J'aimerais qu'on dise quand même un mot de ce que vous avez évoqué hier ou avant-hier, ici même dans ce congrès, à savoir la participation active, puissante de l'Association des maires de France sur ces commémorations qui vont s'ouvrir pour ce centenaire de la guerre de 14-18. Oui, qui sera un moment qui intéresse beaucoup les Français. Et oui, on en parlait déjà ce matin. Pour peu qu'on mette la guerre, son évocation avec la perspective européenne et la paix d'aujourd'hui, pour peu aussi qu'on sache que ça concerne tous les départements de France et d'outre-mer. Et toutes les communes, lorsqu'on voit les monuments aux morts dans les communes de France. Mais aussi des territoires qui ne sont plus dans la République, qui ont apporté beaucoup de combattants au moment de la guerre 14-18. Donc de la Somme à Verdun, aux Vosges, en passant par la bataille de la Marne, le gouvernement, à travers une mission interministérielle et un groupement d'intérêt public dans lequel l'association des maires est partie prenante de manière très forte, nous avons aussi pris la décision de créer un groupe de travail appelant toutes les communes de France qui veulent réfléchir sur ces questions. On a eu un échange extrêmement positif ce matin. Il y a dans chaque département un lieu de réunion possible autour des préfets avec les associations départementales de maires. On va valider là, labelliser un certain nombre d'initiatives et au prochain congrès en 2013, je crois qu'on pourra dérouler en quelque sorte toute cette stratégie de présence, d'émotion, de mémoire, de souvenirs, mais aussi de construction politique de l'avenir, parce que dans les périodes tourmentées, de l'État à la moindre des petites communes, sur ces valeurs de la République, il faut être au rendez-vous. Merci beaucoup, André Rossino. Est-ce que je peux lancer une invitation? Mais avec grand plaisir, Jacqueline Gouraud, allez-y. Il y a chaque année à Blois un grand rendez-vous qui s'appelle les rendez-vous de l'histoire. Et c'est vrai, cette année, le thème, c'était les paysans. Et évidemment, en imaginant les commémorations qui allaient se faire de la Première Guerre mondiale, le comité scientifique a choisi pour l'année prochaine, au mois d'octobre, donc 2013, le thème des rendez-vous de l'histoire, ce sera la guerre. Donc je pense qu'André Rossino sera parmi les invités avec les historiens qui viendront nombreux à Blois. Et comme il est voisin du festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui a lieu une semaine avant le festival d'histoire, et comme la grande André Rossino viendra nous voir. A commencé par la bataille de Nancy, je vois que je suis très demandé. Je ne sais pas si c'est de la sympathie durable, mais en tout cas c'est de l'amitié. Absolument. Merci beaucoup, André Rossino, de nous avoir rendu visite. Nous suivrons avec attention sur Public Sénat en particulier tout ce qui va se passer en la matière. Ce sont des commémorations et des sujets qui vous touchent à Saint-Dié dans les Vosges, oui. On l'évoquait à l'instant. La ville a été entièrement détruite par les nazis en novembre 1944 et donc nous sommes particulièrement touchés. Mais nous sommes aussi touchés par la perspective que cela peut comporter, c'est-à-dire une perspective de construction politique européenne qui pour nous est évidemment la leçon qu'il faudra tirer de ces commémorations. Après s'être entre-détruits, avoir connu tant d'horreurs, tant de barbarie, les guerres nous incitent à nous rapprocher et à construire positivement une Europe politique. C'est cela, je crois, que nous voulons tirer les uns et les autres, quelles que soient nos origines politiques.
Tiens, juste, vous parlez d'Europe. On n'en a pas beaucoup parlé de l'Europe au cours de ce congrès. Il y a une très importante réunion européenne qui va s'ouvrir. On va parler des budgets, on va parler des fonds structurels. Est-ce que les collectivités locales, aujourd'hui, d'une manière générale, et je poserai volontiers la question à Pierre Jarlier, qui nous a rejoint sur ce plateau, sénateur-maire de Saint-Flour, est-ce que l'Europe peut être également l'un des leviers possibles, avec ses budgets, avec ses fonds structurels, pour animer davantage le développement des collectivités locales? Pierre Jarlier. Il est clair que l'Europe joue un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire. D'abord avec la PAC, parce que justement l'appui aux agriculteurs est absolument déterminant, mais aussi avec les fonds structurels. Parce qu'il faut savoir que pratiquement sur tous les projets que mènent les collectivités, dans beaucoup de secteurs en France, l'Europe est un des premiers financeurs. Et il y a un enjeu considérable à ce qu'effectivement, demain, on puisse bénéficier de ces fonds structurels à un moment où justement notre pays quand même connaît un certain nombre de difficultés en matière de cofinancement. L'appui de l'Europe sera absolument déterminant. Et en même temps, l'Europe intervient aussi pour inciter des vraies démarches de développement, avec les programmes leaders par exemple. Et il faut savoir que tout ça est très efficace, mais il faut que ce soit évidemment dans le temps que ça se passe. Donc on attend cette réforme avec beaucoup d'intérêt et on veillera à ce que les fonds structurels soient bien sûr maintenus. Il faudra pour ça que la Grande-Bretagne ne demande pas la suppression du remboursement de son chèque et que les autres pays n'emboîtent pas le pas de la Grande-Bretagne. Donc la bataille est politique, les élus locaux peuvent y contribuer, les élus nationaux aussi. Et d'ailleurs, François Hollande en a touché un mot mercredi sur ces questions. L'Europe doit rester un espoir pour les élus locaux. Nous avons beaucoup bénéficié dans certaines de nos régions de fonds comme le FEDER ou comme d'autres fonds européens très dynamiques. Depuis l'élargissement, la source s'est tarie. Il faut repenser le modèle de développement et en prenant appui notamment sur les villes moyennes, mais également sur l'ensemble des villes qui constituent l'armature du territoire français, on peut reconquérir de l'espace pour de l'aménagement du territoire véritable. Et là, l'Europe a quelque chose à dire et a quelque chose à cofinancer. Voilà. Et je crois qu'il faut redonner une image positive à l'Europe parce que pour les gens en moyenne, l'Europe c'est ce qui empêche, c'est la structure qui empêche de faire et c'est avant tout des normes et c'est voilà. Donc l'Europe c'est complètement autre chose. On en aura et l'Europe beaucoup entendu parler de ces normes. Voilà, c'est ça. Et elles sont importantes, mais il n'y a pas que l'Europe qui fait des normes. Hein, voilà. Et il faut effectivement que l'Europe soit un véritable partenaire qui travaille avec nous à l'aménagement du territoire. Mais en partenariat. Juste peut-être pour clore ce débat sur l'Europe, je crois qu'il faut préciser que pour les fonds structurels européens, le gouvernement a l'intention de transférer cette gestion aux régions et non plus à l'État, comme ça a été expérimenté en Alsace. Et je crois que c'est une bonne idée parce que ça sera, je dirais, géré encore au plus près par rapport aux besoins des régions. Ça nous donne l'occasion de parler de ce qui va se passer dans les mois à venir, à savoir la présentation de ce texte de loi de l'acte 3 de la décentralisation dont on a beaucoup parlé au cours de ce congrès. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce texte? Est-ce que ce texte sera un texte audacieux comme a pu l'être les lois de fer il y a maintenant plus de 30 ans, ou un texte à minima qui se contente de flécher les compétences des uns et des autres niveaux territoriaux? Pierre Jarlier. Je crois qu'on attend de cet acte 3 que les collectivités soient un véritable acteur d'abord de toute la démarche de redressement qui est nécessaire aujourd'hui, mais aussi toutes les politiques d'aménagement du territoire nécessaires. Pour ça, c'est vrai qu'on a des problèmes de lisibilité et qu'il faudra sans doute clarifier un certain nombre de compétences. Mais pour ce qui concerne le bloc local et les communes, on est très attachés à ce qu'on parte bien d'un socle qui consiste à dire que la commune conserve une compétence générale et que c'est après seulement qu'elle la délègue ou qu'il peut y avoir d'autres collectivités qui interviennent dans d'autres domaines. Je crois qu'on attend beaucoup de cet acte 3 de la décentralisation aussi pour terminer un certain nombre de dispositions qui ont été déjà engagées dans la première partie de décentralisation. Je pense par exemple à tout ce qui concerne les notions d'urbanisme, de droit des sols. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. La planification prend un effet très important. Il faut-il encore qu'elle soit bien répartie et que chacun ait sa place. Donc on a besoin d'aller beaucoup plus loin maintenant dans cette répartition. Christian Pierret, est-ce que vous pensez que les villes moyennes que vous présidez vont tirer leur épingle du jeu de cette future réforme? Oui, il le faut, car elles sont en général des villes d'industrie manufacturière en crise. Ce sont des villes où l'emploi est particulièrement atteint, plus que dans la moyenne du pays encore. Et donc l'acte 3 de la décentralisation, ça nous donnait des moyens en liaison avec les régions qui ont la responsabilité fondamentale de l'économie
et du développement des territoires, donner les moyens, dans le cadre qui vient d'être défini par mon collègue, de relever le défi. Il est très lourd ce défi car des pans entiers de l'industrie s'écroulent. Nous avons manqué d'investissement industriel pendant 30 ans. La France le paye aujourd'hui et il faut reconstruire très vite un tissu économique compétitif à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, le dernier rapport qui vient d'être adopté par le gouvernement, issu du rapport Gallois, montre que nous serons des acteurs complets, des partenaires économiques, des partenaires industriels, des partenaires de l'innovation, comme ma collègue l'a dit il y a un instant, pour reconquérir du tissu dynamique à l'échelle européenne. Nous sommes dans la compétition, nous la jouons pleinement, mais il faut que du côté de l'État, on définisse un cadre de compétition et du côté des autres collectivités locales, je pense aux régions, on joue pleinement le partenariat avec les communes. Alors Jacqueline Gouraud, vous êtes spécialiste de l'intercommunalité, vous la défendez cette intercommunalité. Est-ce que finalement cette intercommunalité ne sera pas la grande gagnante de la réforme à venir? Je crois que ça sera une réforme équilibrée pour l'ensemble des collectivités territoriales. Ce que l'on peut dire, c'est que le bloc communal, dans son organisation, dans sa manière de fonctionner, fait à peu près l'unanimité. Alors bien sûr, il y a à la marge des améliorations encore à apporter, mais je crois que le gouvernement, globalement, va poursuivre la politique qui avait été entamée par la loi de décembre 2010, même si, encore une fois, il va falloir davantage mutualiser, parce que là aussi, il y a des sources d'économie, même si les sources d'économie, je tiens à le dire, ne sont pas toujours très immédiates. On les voit à plutôt moyen et long terme. Mais je crois que c'est très important. Il va falloir aussi démocratiser encore plus l'intercommunalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire élire ses représentants au suffrage universel peut-être? Voilà, c'est-à-dire faire un affichage plus précis de ceux qui iront siéger dans l'intercommunalité, ce qui au fond obligera de mener dans les communes, puisque la circonscription électorale restera la commune, de mener une campagne qui sera à la fois communale et sur les sujets intercommunaux. Et c'est très bien dans le cadre d'un projet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'intercommunalité sans parler de projet. Mais sans créer une nouvelle collectivité territoriale. Le président de la République a eu raison de le préciser il y a 2 jours. Il a eu tout à fait raison. Et est-ce qu'il a eu raison également de ne supprimer aucun de ces fameux niveaux territoriaux qui forment le millefeuille aujourd'hui, Françoise Descancrenier? Alors ça, c'est effectivement une grande question, mais je pense que à la fois l'acte 3 de la décentralisation doit être un acte très fort et qui doit vraiment marquer une nouvelle façon de travailler. Et ça veut dire aussi repenser ce que doit être le rôle de l'État. Puisque quand il y a eu le débat sur la réforme territoriale, a été omis la réflexion sur le rôle véritable de l'État. Or, l'État doit être celui qui fait la péréquation, l'égalité territoriale. Et pourtant, il faut la décentralisation. Michel Verpeau, hier, disait que la décentralisation, c'est finalement la libre administration des collectivités locales. C'est synonyme en même temps. Et voilà, donc on doit aller à la fois vers une décentralisation plus poussée, mais en même temps avec un rôle de l'État qui soit un véritable moteur pour que cette décentralisation soit véritablement efficace et opérante. Pierre Jarlier. Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que décentraliser, oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut que la solidarité de l'État soit oubliée. Parce que nous avons besoin justement, dans un État décentralisé, d'avoir une solidarité extrêmement forte de l'État en direction des territoires les plus fragiles. Et c'est tout l'enjeu de la péréquation qui commence à se mettre en place. On a déjà bien avancé cette année. Normalement, en 2013, on devrait faire un pas supplémentaire, mais il faudra veiller que dans ce cadre de la décentralisation, on maintienne bien un État suffisamment fort pour qu'il veille à l'équilibre, évidemment, des territoires. Christian Pierret, ce sera ma dernière question avant de vous libérer. Est-ce que cette réforme à venir doit être également source d'économie budgétaire en termes de rigueur et de gestion? Naturellement, et les communes sont là pour montrer qu'elles savent le chemin de l'économie. Elles sont moins endettées que l'État, elles savent gérer
au millimètre leurs dépenses de fonctionnement, car elles savent que c'est de dépenses de fonctionnement et de leurs économies que viendra la capacité d'investir pour demain. C'est cela notre force et c'est ça la réalité de gestion des collectivités communes. Merci beaucoup Christian Pierret de nous avoir rejoints. Je vais demander à Éric Braque de la Perrière, directeur général d'Éco-Emballage, de venir à votre place. Monsieur, installez-vous, je vous en prie. Ça va nous permettre de parler de quelque chose dont on a finalement peu parlé au cours de ce congrès, c'est l'environnement. Éco-Emballage fête ses 20 ans. Vous regrettez peut-être aujourd'hui qu'on a beaucoup parlé de dotation, de budget, j'allais dire de gros sous, et finalement peu d'environnement et de ce que vous faites, ce qui est le cœur de votre métier par exemple. On a parlé d'autonomie des collectivités locales, autonomie des municipalités et d'argent. Et je pense que l'environnement est absolument lié à ces sujets-là. Et donc, effectivement, 20 ans d'éco-emballage, 20 ans, je crois, de partenariat local, en fait, sur la problématique d'un petit geste quotidien, qui est le geste préféré des Français et qui fait finalement... Vous parlez de quel geste? Le geste de tri. De trier. Le geste de tri. Le geste de tri est le geste environnemental préféré des Français. Oui. Et donc, avant d'éteindre la lumière ou d'éteindre l'eau quand on se lave les dents. Et donc ça a l'air de rien ce petit geste, mais en fait ça donne vis-à-vis des collectivités locales une relation particulière entre à la fois des entreprises qui créent des produits emballés et en même temps la gestion des déchets locaux. Alors même donc les Français ont compris, ont acquis, j'allais dire, le réflexe écologique aujourd'hui. Absolument. Il y a d'abord 99% du territoire qui est couvert et aujourd'hui il y a 66 millions de Français qui trient. Bien ou moins bien, mais ils trient. Et ça produit en fait quelque chose de très intéressant à l'échelle du territoire. La première chose, c'est de la création d'activités économiques et des effets sur la propreté. Et on sait bien qu'on est attaché finalement à la propreté finalement et à cette activité économique. Donc quand il y a un geste de tri qui est fait, la première question du trieur, c'est de se dire mais finalement, où est-ce que ça va? Où vont mes déchets? Et combien ça coûte. Donc c'est là où je dirais qu'on refait le lien avec le sujet précédent. Alors mesdames, messieurs les élus, est-ce que l'environnement, malgré l'ensemble des contraintes, et Dieu sait s'ils sont nombreuses, est-ce que le domaine de l'environnement vous tient toujours à cœur et vous avez toujours des marges de manœuvre pour investir, pour agir dans ce domaine? Mais les communes sont à Saint-Flour. Les communes sont au cœur des problèmes d'environnement parce qu'elles sont les acteurs principaux. En fait, en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion des déchets, en matière d'aménagement de l'espace, de biodiversité. Donc, en fait, il faut évidemment que nous soyons aux premières loges. Et c'est ce qui se passe avec les contrats territoriaux de développement durable, avec les partenariats qui s'établissent, évidemment, avec Éco-Emballage, par exemple. Donc, il faut absolument qu'on maintienne bien ce côté de partenariat de premier ordre des collectivités pour relever ces défis des générations futures, parce que c'est un travail collectif et c'est surtout la collectivité, la commune et le lien finalement entre la réglementation et le citoyen. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on puisse aller dans ce sens. À Rosny-sur-Seine. Oui, bien pareil. sûr. Et puis, par ailleurs, les collectivités doivent être de plus en plus citoyennes. Et ça veut dire qu'il faut éduquer nos concitoyens à l'être aussi. Donc, et ça passe aussi par des nouveaux comportements de nos citoyens. Et puis, l'environnement, de toute façon, ça fait partie des 3 piliers, hein, avec l'économique et le social de l'agenda 21. Et ça veut dire, effectivement, une nouvelle façon de s'organiser et de travailler notre territoire. Éric Braque de la Perrière, le pli est pris, si je puis dire, en matière environnementale dans les communes de France aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est pris en compte d'abord par l'élu. Parce que l'élu est en fait l'un des acteurs qui peut le plus donner de la pédagogie et surtout donner de l'information sur comment c'est fait, à quoi ça sert et pourquoi faut-il continuer à faire ce petit geste. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, dans les communes de France, nous avons aujourd'hui un taux de recyclage qui est de 67%. Imaginez-vous, par rapport à l'ensemble de ce qui est consommé, 67% est recyclé. Et on va vers le 75%. Donc on peut dire que de ce côté-là, je crois que c'est un des effets les plus réussis du Grenelle. Et c'est surtout, je le répète, un lien local très fort entre différents acteurs qui ont des cultures différentes. Les entreprises qui produisent, les consommateurs, les associations, les élus et les collectivités locales. Et j'aimerais rappeler quand même quelque chose sur les collectivités locales, car on voit bien la capacité des collectivités locales à se réformer d'une certaine manière et à reprendre pied sur de la productivité et de l'efficacité. On s'aperçoit très facilement maintenant de voir les plans de réforme qui sont mis en place pour arriver à faire plus de
productivité et en même temps moins de coûts. Donc bien souvent on a tendance à critiquer les collectivités en disant finalement que les efforts sont pas faits. Moi je peux le juger en tant qu'entreprise privée que c'est réellement fait sur le terrain. Il reste bien sûr à progresser, mais c'est réellement une des préoccupations des élus. Et je vois Pierre Jallier qui acquiesce à vos propos. Juste donner un exemple en matière de réduction des déchets à la source. Qui fait le travail? En fait, il y a des conventions qui sont passées avec l'ADEME et les collectivités. Et qui fait le travail de sensibilisation de la population? Eh bien, c'est la commune ou l'intercommunalité avec des agents qui sont là et qui vont chez les particuliers pour expliquer le bon geste au bon moment. Et dans les écoles, ou alors chez les personnes âgées ou dans les associations. Et c'est à ce prix qu'on arrive véritablement à baisser les déchets à la source. Et c'est effectivement l'efficacité même. Jacqueline Gouraud, l'environnement, facteur de développement, dites-nous. Oui, moi je suis très optimiste parce que j'interviens, c'est après ce que Pierre Jallier vient de dire, faire aussi de la formation à l'environnement dans les écoles. Je suis très optimiste parce que je vois mes petits-enfants, j'ai la chance d'être grand-mère, et si jamais je fais un écart dans le tri dans ma cuisine, on me rappelle à l'ordre immédiatement en disant non, ça va là, là, ça va là. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment passé chez les jeunes enfants grâce à tous les systèmes éducatifs. Et je crois que c'est une très bonne chose pour demain. Et c'est le cas également à Croissy-sur-Seine. C'est tout à fait le cas à Rosny-sur-Seine. Et c'est à la fois très éducatif et en même temps créateur de liens sociaux. Donc on ne peut pas mieux. Alors dans quelques minutes maintenant, d'ici une petite heure, on écoutera Maryse Lebranchu qui viendra clore ce 95e congrès des maires de France. Alors on a un peu l'impression, pour revenir sur le bilan de ce congrès, que tout s'est passé le premier jour, le mardi, avec l'intervention de François Hollande et de M. Pélissard, le président. Est-ce que vous regrettez par exemple que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, soit absent cet après-midi pour clore le congrès, Pierre Jallier? Je crois que ce n'est pas le sujet. L'essentiel, je crois, c'est que ce congrès ait permis de retrouver un vrai climat de confiance entre les élus et l'État. Beaucoup l'ont dit là. Vous savez, on a trop stigmatisé les collectivités à un moment où elles sont au premier rang du redressement. Donc si on veut effectivement relever ce défi du redressement du pays, il faut absolument que tous les acteurs soient en ordre de marche. Et pour ça, il faut du partenariat. Et ben moi, il me semble qu'au cours de ce congrès, on a senti quand même une volonté de partenariat se mettre en place. Maintenant, concrètement, il faut qu'il se concrétise. Ah bah ça, on verra. En tout cas, un changement de ton indéniable. Oui, je voulais simplement dire que le Premier ministre était là mardi. Avec l'ensemble du gouvernement, avec quasiment. Avec l'ensemble du gouvernement. Et que, voilà, à partir du moment où le président de la République s'était exprimé, c'était difficile pour le Premier ministre de passer derrière, si je puis dire. Mais je voudrais dire aussi que le climat de confiance... En un mot, Jacqueline Gouraud. Ça a été aussi la manière dont mardi matin, M. Valls et Mme Lebranchu sont arrivés et ont participé à des tables rondes, et je crois que c'était très important. On n'a pas eu, comment vous dire, un discours général qu'on nous a asséné. Ça a été une vraie participation. Et c'était le cas pour le logement également. Et tous les maires ont apprécié cette démarche. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper. Nous allons rejoindre tout de suite l'hémicycle du Sénat où nous allons écouter ensemble les questions d'actualité puisque nous sommes jeudi. Le Sénat, c'est à vous. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers